Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode! Si les Totally Spies et One Piece vous disent quelque chose, cet épisode va vous plaire. On va parler dessin animé sur Swansea. Nous recevons Hugo Liames au micro. Bonjour Hugo. Salut. Tu es l'une des sources d'inspiration de Gabriel Bargiel que nous avons déjà interviewé pour nous parler de bande dessinée. Et aujourd'hui, c'est ton parcours qu'on va mettre en lumière. Tu as toujours voulu faire du dessin ton métier et dès la 3e, tu pars en internat te spécialiser. Puis tu fais une école de cinéma d'animation 3D à Toulouse, que tu quittes au bout d'1 an, pour retourner faire du dessin dans une école de manga. C'est là que tu apprends le storyboard, qui est devenu ton métier. Tu travailles actuellement pour le studio La Chouette Compagnie, pour la série d'animation Dragon Striker, pour Disney+, rien que ça, et pour plein de projets qui restent encore secrets à l'heure où on tourne cette interview. Mais commençons par le commencement. Quel dessin animé tu regardais quand tu étais petit et dont tu t'inspires toujours aujourd'hui ? Si je devais parler à toute une génération, ça serait Dragon Ball Z évidemment. C'était des dessins animés que je regardais quand j'étais petit, c'est du manga, c'est de l'animation japonaise, on a été bercés avec ça. En tout cas les garçons, après je sais pas pour les filles, hein, mais nous les garçons on a été beaucoup bercés avec ça, en tout cas en termes de dessin animé. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette série ? Oh, la baston, les super pouvoirs, tu vois, enfin, je sais pas, il y avait un truc où ça nous prenait pas pour des enfants en fait, où ça se battait, il y avait des sujets sérieux, de la vraie narration en fait. Et toi, comment tu caractériserais ton univers ? Tout l'inverse en fait, parce que moi quand je dessine, mon style de dessin en tout cas, c'est pas de la baston, pas du tout. Vraiment, je sais en dessiner, je sais en faire, j'aime beaucoup en faire, mais si je devais dessiner un dessin personnel, c'est rarement des trucs de baston ou des trucs très violents, c'est vraiment des trucs généralement un peu mignons, un peu chibi, si on devait vraiment mettre un mot sur ce que je dessine, mais sans rester chibi, ça reste quand même très cartoon, un peu américain, voilà, on est un peu entre les deux, entre la japanime et le cartoon américain. Alors pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de chibi ? Un artiste que j'aime beaucoup, c'est Ulysse Malassagne, qui a fait le même lycée que moi, et en fait, lui, il a un style de très rond, très joyeux, voilà, c'est ce que en tout cas, si je devais donner vraiment un exemple de ce que j'aime bien faire, ça serait voilà, comme Ulysse Malassagne sur le Collège Nord, par exemple. Et comment tu arrives à composer pour que ça soit à la fois mignon et doux, mais pas pour les enfants ? Ça va avec l'histoire, je pense. T'es pas obligé de faire un style graphique, on va dire, sérieux pour une histoire sérieuse. Je pense que les deux peuvent se cumuler. C'est juste la narration qui change, l'histoire. Est-ce que si ton histoire elle est prenante, elle est intéressante, elle est sérieuse, et que t'as envie juste de faire un style enfantin, tu peux en fait. Et même des fois, je pense que dans certains cas, ça joue dans la narration d'avoir un style très naïf avec une histoire très sérieuse. Si je devais donner un exemple, alors c'est un exemple un peu fort, mais par exemple Made in Abyss, c'est un manga où, alors je vous conseille de regarder la série plutôt que le manga. Le manga a des scènes qui peuvent parfois choquer, parfois être très dures, mais l'animé calme un peu ça, même si ça reste un peu dur et un peu choquant sur certaines scènes. Made in Abyss, c'est un manga où les héros sont des enfants, mais il leur arrive des trucs vraiment vraiment très durs pour des enfants, voire même trop durs. Et l'histoire quand même reste intéressante, mais voilà, c'est une série qui peut paraître graphiquement très jolie, très sympa, parce que c'est des enfants, mais le sujet et l'histoire à l'intérieur est très très dur et très adulte finalement. Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes que tu juges importantes pour suivre ces rêves ? Je pense jamais lâcher, hein, c'est un peu bateau, mais ouais, je pense qu'il faut avoir une idée et vraiment pas la lâcher de vue. Vraiment, moi j'ai toujours voulu faire du dessin et je l'ai jamais abandonné. Je me suis toujours dit, je veux faire ça et tu fonces tout droit. Tu te rappelles de ton premier dessin ?
Oh oui, ça devait être du Pokémon ou du Dragon Ball, pareil. Hein. C'est vraiment, moi quand j'étais petit, je regardais tout le temps Dragon Ball Z ou alors Pokémon. Donc je pense que ça devait être du Pokémon. Je devais recopier des Pokémon, genre sur les cartes ou les trucs comme ça. Ça devait être ça. Et aujourd'hui, tu travailles avec Disney en tant que storyboard révisionniste pour notamment Dragon Striker. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un storyboard ? Alors, sujet compliqué. Le storyboard, en fait, on a une des parties où les gens, enfin, on est un peu une partie invisible de la création d'un dessin animé. Parce que on se dit, oh, il y a le scénario, donc la partie écrite du dessin animé, et la partie colorisée, finale qu'on connaît. Et en fait, avant ça, donc il y a des animateurs qui commencent à avoir un petit peu de reconnaissance dans leur métier, notamment avec des films ou des séries. Voilà, les animateurs commencent à avoir un peu de reconnaissance dans leur métier. Nous, on a un peu la partie entre les deux, entre le scénario et les animateurs. Voilà, les gens ne se rendent pas compte, on a un peu la partie invisible, où nous, en fait, on va mettre en dessin le scénario. Si on devait vraiment donner un métier similaire, ça serait de la mise en scène. Un peu comme au théâtre, on a le texte, on a nos acteurs, et nous on va les faire bouger sur la scène, entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est le storyboard. Et on travaille avec le réalisateur, parce que forcément il y a un réalisateur aussi sur une série animée, qui a beaucoup moins le côté mise en scène, mais c'est lui qui valide par contre tout ce qui sera de la mise en scène. S'il y a des plans qui lui plaisent pas, il peut les enlever, les changer, il a quand même le dernier mot. Mais ça, c'est un peu la différence avec un film ou un film classique, je parle pas de film d'animation, mais un film classique, le réalisateur est souvent celui qui choisit tout, qui organise tout, alors que nous, dans film d'animation et série d'animation, on est plus sur un réalisateur, il gère le projet dans sa globalité, il va décider à quoi ça va ressembler, mais on est des petites mains qui aident, on va dire, à mettre en place sa vision. Et est-ce que comme dans un film hollywoodien ou français, vous êtes cantonné entre guillemets à un personnage et vous ne dessinez que ce personnage, comme un acteur finalement ? Nous, dans le scénario, on a les personnages, on sait quel personnage va être dans cette scène, qu'est-ce qu'ils vont faire, quel temps il fait, où ils sont. En fait, on va avoir des personnages, on appelle ça du character sheet. En fait, c'est une planche avec le personnage de face, de dos, de profil, de trois quarts. Et ce personnage-là, nous, on va le redessiner sur le storyboard. Après, le storyboard, il faut savoir que c'est une partie qui est pas très jolie à regarder souvent, parce que on est très rough. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit on est très rough, c'est on est très croquis en fait. Il faut que le personnage on le reconnaisse, qu'il soit ressemblant à ce qu'il est sur le character sheet. Mais on a des libertés sur le produit storyboard, on n'est pas obligé d'être vraiment très propre. Voilà, il faut juste qu'on comprenne ce qui se passe, quel personnage. On n'est pas un produit marketing. Nous, storyboard, on est un peu la partie invisible que les gens voient pas. En fait, on n'a pas besoin de faire des trucs qui sont censés être beaux ou qui sont censés être propres. Tout ce que nous, on a besoin, c'est que les animateurs et les studios d'animation comprennent ce qu'on a voulu faire pour qu'ils animent le mieux. Et tu peux nous raconter comment se passent les projets au sein de cette organisation ? Les coulisses, l'ambiance ? Alors moi, je suis dans un studio où ça se passe très bien. Je pense qu'il y a d'autres expériences. Il faut se faire des expériences ailleurs pour comprendre vraiment exactement comment le métier se passe. J'imagine qu'il y a des studios où ça va se passer moins bien parce que c'est pas du tout la même mentalité. Voilà, il y a des choses comme ça, comme dans n'importe quel travail final. Moi, je suis dans un studio où ça se passe très bien, qui se veut un peu familial, donc on se connaît un peu tous, on fait des soirées ensemble. Moi, je m'entends très très bien avec mon chef, par exemple, et le réalisateur vient beaucoup nous voir, parce que c'est un ancien storyboarder, par exemple, donc du coup, il connaît un peu notre manière de travailler, il connaît un peu il connaît notre milieu, donc du coup, ça crée un peu de complicité quand même. Mais dans l'ensemble, nous, on s'entend tous très bien, on est vraiment dans une salle tous ensemble, il y en a qui sont en télétravail aussi, mais ça reste quand même très agréable de discuter avec eux. Mais c'est vrai que l'ambiance du studio, elle est très très bonne, on rigole ensemble, même si on n'est pas forcément des mêmes générations. Franchement, on s'entend très très bien et on a tous la même passion au final et on a tous envie de faire un projet cool.
Vous travaillez à combien sur un projet ? Sur une série comme là, Dragon Striker, on est, je dirais, 5 ou 6 storyboarders qui peuvent varier. On n'est pas tous présents tout le long, vu qu'on est ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Il y en a beaucoup qui changent, qui vont sur d'autres projets, on est sous forme de contrat, donc si on n'a pas envie de continuer, on peut changer. Voilà, des fois ça peut faire un peu les chaises musicales, hein, et voilà, il y a des changements, il y a des gens qui partent, d'autres qui reviennent. Mais globalement, là, sur Dragon Striker, on est quand même resté la team de base, avec 2-3 personnes qui nous ont rejoints, qui sont parties, mais on est 5 ou 6, je dirais. Et donc les métiers avec qui tu collabores, c'est le réalisateur et les animateurs, c'est ça ? Alors c'est un peu compliqué. Le réalisateur, oui, c'est celui qu'on va le plus côtoyer. On va beaucoup côtoyer aussi les chaînes télé, parce qu'en fait, ça c'est une autre partie de mon métier, en tout cas à moi. Mais on a beaucoup de ce qu'on appelle des retakes. C'est les chaînes télé qui regardent le storyboard et qui disent ce qu'elles aiment pas. Donc notamment la Disney. On a Disney qui on sort un épisode, va nous dire là par exemple ce personnage là il s'accroupit, on n'a pas envie qu'il s'accroupit, on trouve ça plus sympa que il soit debout, les mains sur les hanches, voilà. On n'est pas obligé de les faire. C'est des longues discussions entre les chaînes télé et le réalisateur. Des fois, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. En fait, c'est une discussion qui se fait. Et nous, ça se passe pour le coup très très bien. C'est une discussion qui se fait. Et en fait, nous, c'est cette partie-là. On va dire, on parle plus avec le réalisateur et éventuellement Disney qui sont représentés par des gens qui nous envoient des listes de qu'est-ce qu'ils aiment pas. Alors, je sais pas exactement le nom du métier qu'ils ont. Je trouve que depuis ces 10 dernières années, les dessins animés ont un style de dessin très manga, très japonais. Est-ce que tu l'expliques par le fait que les animateurs sont au Japon, en Corée, en Chine, ou est-ce que c'est la ligne éditoriale et créative qui est comme ça ? Non, ça je peux te donner une réponse très claire, c'est aux générations. C'est-à-dire qu'en fait, la génération au-dessus de nous, donc là par exemple je prends l'exemple du réalisateur de Dragon Striker, c'est Club Dorothée. En fait ils ont grandi avec du manga et des animés, tout ce qu'ils ont créé par la suite a été inspiré de ça. Et nous, en tout cas notre génération, on a récolté la suite logique de ce chemin-là, c'est-à-dire que non, du coup eux ils ont eu Dragon Ball, nous on a eu Dragon Ball Z après. C'est une génération qui a grandi avec le Club Dorothée, et les réalisateurs de maintenant en fait c'est des gens qui regardaient le Club Dorothée et qui maintenant ils ont envie de faire du style manga animé. Ça en fait ça arrive à peu près au même moment que le manga est arrivé en France. C'est tout se regroupe à ce moment-là. Je suis sûr pas 100%, mais je suis quasi sûr que c'est lié à ça principalement. Et après, ça, et c'est dû à ça que les studios ont été chercher des studios coréens ou japonais, parce que c'est les mieux placés pour représenter ce style-là, en fait. Et est-ce que toi, tu as envie de continuer à prolonger ce style de dessin-là, ou est-ce que tu as envie d'aller chercher ailleurs une autre patte créative ? Je suis pas fermé à une autre patte créative. Par exemple, un dessin animé qui me parle énormément, où j'aimerais beaucoup travailler sur un truc comme ça, c'est Gumball. Le monde de Gumball, c'est un dessin animé de Cartoon Network, qui est assez connu. Et c'est très cartoon américain, ça n'a rien à voir avec le manga ou les animés, même s'il y a quand même des inspirations. On sent que c'est pareil, des réalisateurs qui ont grandi avec les animés et les mangas, et du coup il y a des inspirations. Mais c'est pas du tout un style manga, pas de baston, quoi que ce soit, c'est très sitcom en fait. Ça me parlerait beaucoup un style comme ça, même si le manga me plaît, je suis très bien dedans, le style animé en tout cas, mais je suis pas fermé au cartoon américain, ouais. Et toi, est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu veux travailler ? Ça dépend, tu peux avoir un choix logique, c'est-à-dire qu'au studio on va me proposer une série qui peut m'intéresser, et je peux aussi choisir d'aller ailleurs. Nous on fonctionne beaucoup avec LinkedIn, où il va y avoir une annonce qui va être faite sur telle série, on cherche un storyboarder, je peux très bien aller postuler. Je suis pas obligé de rester tout le temps dans le même studio, c'est l'avantage de notre statut d'intermittent, c'est-à-dire qu'on peut bouger, on n'est pas
liés au studio. Mais généralement, en tout cas, là où je travaille, ils essayent de garder les gens avec qui ils sont contents, avec qui ça se passe bien. Donc j'ai la chance qu'on me propose des séries, et pour l'instant, je sais que en tout cas, l'année prochaine, je sais où je vais. Je suis pas perdu comme ça à la fin de la série en me disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi les pièges à éviter pour toi quand on a ce statut d'intermittent justement et qu'on peut travailler sur différents projets ? Je pense que le piège, c'est... Alors, forcément, le statut le plus compliqué, c'est faire ses heures. En gros, pour l'intermittence du spectacle, si on devait expliquer l'intermittence du spectacle, c'est... Pendant 1 an, on doit faire tant d'heures de travail pour pouvoir être indemnisé les moments où on ne travaille pas. Si je devais donner un exemple qui parle à tout le monde, par exemple, un caméraman de télévision va être un intermittent du spectacle. Mais les fois, par exemple, où vous avez votre émission The Voice, The Voice, c'est pas toute l'année. Donc lui, au moment où il filme The Voice, quand c'est fini, il faut qu'il vive quand même. Si The Voice finit, le caméraman, il a plus de travail après, une fois que The Voice est fini. Donc là, c'est l'intermittence qui prend le relais, et pendant ces 1-2 mois où il va retrouver une autre série de télé à filmer, il faut qu'il gagne de l'argent. Donc c'est Pôle emploi spectacle qui va l'indemniser et lui faire verser un salaire pendant ces 2 mois. Et lui, tant qu'il fait ses heures, il peut avoir droit à cette indemnisation. Le plus compliqué du coup du statut, c'est de faire ses heures. Après, à nous de bien gérer nos futurs projets, pour pas qu'on se retrouve à un moment où on se dit « Ah ben j'ai plus de boulot, là maintenant qu'est-ce que je vais faire ?» Et du coup, avoir 2-3 mois de flottement où tu sais pas, tu trouves pas de taf, et en fait, sauf que le temps, l'indemnisation, elle ne dure pas indéfiniment, il faut trouver encore ses heures. Je pense que c'est le plus dur, c'est de gérer le statut, gérer ses projets pour qu'on se retrouve pas à un moment où on est bloqué, on trouve plus rien derrière. C'est le plus compliqué. Qu'est-ce qui distingue un bon d'un mauvais dessin animé ? Ça va dépendre de la cible. Pour un enfant, un bon dessin animé, j'imagine que c'est quelque chose de très coloré, c'est une histoire qui ne le prend pas pour un enfant. Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que Miraculous marche autant, c'est que ça parle de collégiens, du coup des enfants qui sont plus petits, ils peuvent se dire « ça me permet de croire que je suis un peu plus grand », et des collégiens qui disent « ah, il parle exactement de notre vie à nous ». Donc du coup, ça marche plutôt bien. Et c'est ce qui fait un bon et un mauvais dessin animé, je pense, c'est de ne pas prendre un enfant pour un imbécile. Et après, parce qu'il y a aussi des dessins animés pour adultes maintenant, un bon dessin animé, c'est de ne pas tomber dans le côté trash pour rien, de vouloir être gore parce que c'est pour les adultes pour rien, de vouloir parler de sujets sexuels par exemple, mais juste parce que c'est pour les adultes donc on peut le faire. Non, je pense que ça c'est le mauvais chemin, là où le bon chemin serait de plutôt faire profiter qu'on soit pour les adultes pour faire une histoire intéressante, complexe. Je redirige vers la série Primal, qui est une série pour adultes aussi qui est incroyable, et pour ça qui mêle un peu le trash gore de façon très subtile et bien placée pour qu'on n'ait pas l'impression que juste ils ont mis ça parce qu'ils pouvaient le faire. Ça sert à l'histoire. En tout cas, je pense que c'est ça qui fait un bon et un mauvais dessin animé. Est-ce que la passerelle est possible entre le dessin et les dessins animés ? Oui, parce que alors c'est plus dur pour quelqu'un qui dessine mais qui a jamais fait de vraie formation d'animation, on va dire. Par contre, je pense que si on dessine depuis tout petit et qu'au fur et à mesure on fait chaque étape, donc on apprend petit à petit, on apprend, je sais pas, on aime bien raconter une histoire, donc dessin, BD, c'est la suite logique. Ensuite, si on aime bien la BD, mais qu'on aime aussi beaucoup le cinéma, cinéma d'animation, c'est un peu la suite logique. Mais on peut très bien aussi rester dans la BD et se perfectionner dans la BD. Il y a d'autres, Gabriel en aura mieux parlé que moi, je pense. Après, et dans le dessin animé, pareil, il y a plein d'autres métiers, et puis plein de branches du coup à prendre. Quelqu'un qui veut faire du coup du storyboard va peut-être faire plus une école comme moi j'ai fait, une école de BD, manga, tout en apprenant un peu d'animation. Quelqu'un qui va faire du décor, il va partir plus sur une école d'illustration peut-être, des fois, ou une école de cinéma d'animation qui va lui apprendre
ce métier-là. Voilà. Après, il y a des écoles d'animation aussi qui peuvent apprendre le storyboard et ça marche très bien. Mais je pense que c'est plus compliqué, ouais. C'est compliqué d'apprendre le dessin en autodidacte et de passer dans ces métiers-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques à apprendre, beaucoup de... En fait, il y a une méthodologie à apprendre, et c'est le plus important qu'on t'apprend en école, même si il y a beaucoup de choses qu'on apprend en école qui peuvent s'apprendre tout seul. Je pense que le plus simple, ouais, ça serait de faire une école. Mais je pense que le dessin... Je pense que si on commence par le dessin, faire une école, c'est la suite logique déjà. Et après, viser le métier qu'on a envie de faire. Est-ce que toi, tu as envie de créer ton propre dessin animé ? Alors, est-ce que j'ai envie de dormir ? Oui, donc je dirais non. J'ai pas envie de créer mon propre dessin animé pour l'instant. Quand je vois le rythme de vie des réalisateurs, vraiment, je sais pas si tous les réalisateurs travaillent comme ça, mais en tout cas, je sais que nous, sur Dragon Striker, on a un réalisateur qui aime beaucoup sa série, c'est un peu son bébé, et vraiment, c'est affreux en termes de rythme de vie. Vraiment, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire, trop de problèmes à régler. Franchement, nous, on n'est pas si mal, on est des petites mains, mais au moins, on a un rythme de vie tranquille, on est payé, voilà, il n'y a pas de problème. J'avoue que c'est un peu compliqué. Enfin, j'aimerais bien créer ma série peut-être dans le long terme, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon objectif. C'est très compliqué, il faut beaucoup d'organisation, il faut connaître tous les métiers, parce que il faut pouvoir donner des instructions, etc. C'est très compliqué, donc je pense pas tout de suite, mais pourquoi pas dans le long terme. Et est-ce que tu dessines sur ton temps libre ? De moins en moins, étonnamment, vu que je dessine tous les jours, en fait, t'as pas trop de temps de dessiner après, ou alors t'es un peu... en fait, j'avais déjà un peu ce truc-là quand j'étais en école, où tu dessines toute la journée, et le soir tu rentres, t'as juste pas envie de dessiner. Là, c'est un peu la même chose. Bon, c'est comme si on prend un coiffeur, il coiffe toute la journée. Le soir, je pense que si on lui demande de couper des cheveux, il rentre chez lui, il a envie de couper et de faire autre chose, quoi. C'est même si le coiffeur a choisi la coiffure par passion, c'est pas parce qu'on a une passion que forcément on est obligé de le faire tout le temps. Demain, voilà, il y a une sorte de routine qui s'installe, et on n'a pas envie quand on arrive chez nous, on n'a pas envie de redessiner, quoi. Dessiner, c'est quand même ma passion, donc je le dessine dans mon temps libre, mais moins que quand j'étais vraiment jeune et que j'avais pas beaucoup de dessins dans ma journée, quoi. Est-ce que tu as une devise ou une phrase de vie ? Ça va être bateau, mais je pense que c'est rien lâcher. Moi, en tout cas, c'est ce qui me représente le plus, je pense, parce que longtemps... on m'a dit que c'était pas possible. Longtemps, on m'a dit que moi qui viens de la campagne, jamais tu pourrais bosser à Paris dans un studio d'animation, parce que c'est pas du tout des métiers qui sont connus, c'est un peu flou. Moi, je vois mes parents, quand je leur ai dit que je voulais faire ça, vraiment, c'est le seul truc qu'ils connaissaient, c'est la BD, parce que la BD, c'est le truc le plus connu. La BD, l'avantage, c'est que les gens comprennent que ça peut être un métier. Même si c'est très compliqué, les gens comprennent que ça peut être un métier. Là où l'animation, il y a tellement de métiers invisibles qu'on se rend pas compte que c'est des vrais métiers, en fait. Donc, ouais, je pense que ma devise, ça serait de rien lâcher, parce que ouais, les gens vont dire non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible, t'as pas le niveau. Alors que si tu travailles et que tu lâches rien, c'est quand même possible. Je pense qu'aujourd'hui, la moitié des gens qui sont dans le métier, c'est des gens qui ont une passion quand même, plus que des gens qui ont fait ça parce que juste ils sont très bons. C'est beaucoup de passionnés finalement. Et quels sont les dessins animés que tu recommanderais à quelqu'un de notre génération qui connaît pas du tout cet univers ? On a déjà cité 2 ou 3. Gumball, c'est le classique que vous pouvez montrer à vos enfants comme à une personne adolescente ou de notre âge, en fait. Ça se regarde à tout âge, Gumball. Ensuite, si vous aimez les histoires plus adultes, vous avez du coup Primal. C'est un peu violent, Primal, pour ceux qui sont un peu sensibles éventuellement sur certains, notamment sur le sang ou les choses comme ça. Et si je devais en donner une autre, globalement, beaucoup d'animés japonais, on se rend pas compte, mais les animés japonais, je pense que
c'est pas étonnant s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en regardent, c'est que c'est des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir nous à la télé, sur TF1 ou France Télévisions, des choses comme ça, même sur les plateformes. Hein. C'est des sujets très adultes en général. Par exemple, en ce moment, moi je regarde un animé qui s'appelle Vinland Saga, qui est basé sur des Vikings. Et en fait, on a ce truc-là de dire ah bah c'est des Vikings, donc ça va être de la baston tout le temps. Et en fait, non, pas du tout. On est beaucoup plus sur une série qui parle de l'humain, de la violence, est-ce qu'au final, est-ce qu'on a besoin d'être violent pour être un meilleur humain, voilà, la notion de guerrier, est-ce qu'un guerrier c'est quelqu'un de très fort, ou alors est-ce que c'est juste un mec qui est fort mentalement, qui est juste intelligent et qui veut pas se battre pour rien en fait. Et ça, par exemple, vous en avez plein sur des plateformes comme Crunchyroll qui est en train d'exploser en ce moment. Et comment tu conseillerais quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'animation mais qui sait pas comment faire ? Alors faire une école, c'est le principal, je pense. Même si c'est pas obligatoire, c'est quand même l'école qui va ramener les contacts, qui va ramener la méthodologie, qui va former les métiers, et te faire découvrir des métiers éventuellement. Non, après c'est du contact. Ces métiers-là, malheureusement, c'est très fermé. On connaît pas. Quand tu connais personne dans le milieu, c'est très très compliqué d'y rentrer. C'est là que les écoles t'apprennent à te faire du contact. Tu rencontres des gens qui vont bosser eux et qui en fait de connaissances, tu vas pouvoir peut-être rentrer dans le milieu. J'ai eu cette chance-là aussi d'avoir un contact à mon école qui m'a permis de rentrer dans ce milieu-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je suis conscient que j'ai une énorme chance là-dessus. Mais si on lâche rien, je pense, et si on fait en sorte de le mériter, de provoquer la chance au final, on peut y arriver, on peut le faire. Mais je pense que le mieux, c'est de passer par une école quand même. Aujourd'hui, il y a énormément d'écoles d'animation, de manga, de BD en France. On n'est même pas obligé d'aller à Paris maintenant. C'est les Gobelins, c'est même plus nécessaire de faire les Gobelins forcément pour faire du dessin animé. Il y a plein d'écoles en France. Donc ouais, je pense que le plus simple, c'est de commencer par faire une école, être sûr de ce qu'on veut faire, parce que c'est des écoles qui coûtent cher. Il faut aussi avoir la chance financière. Le truc que je conseille le plus pour rentrer dans le milieu, c'est de faire des stages. Je pense que le stage, c'est le truc le plus utile pour l'animation en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de demandes de stagiaires, ou alors un stagiaire, ça prend pas beaucoup de place, et on peut commencer à lui apprendre le métier tranquillement. Nous, je vois qu'au studio en tout cas, on a déjà eu 3 stagiaires. Moi, le premier, j'étais un stagiaire au studio, là où je suis, j'ai commencé en étant stagiaire, et au fur et à mesure, voilà, on peut montrer en plus ce qu'on fait, on peut commencer à discuter avec les gens, montrer de quoi on est capable, et puis si en plus on montre qu'on est quelqu'un de sympa et de cool, qu'on est bien, qu'on se plaît bien dans le studio, en général ça se passe bien après. On a envie de nous garder, quoi. Et si tu devais dîner avec 3 personnes ou personnalités, mortes ou vivantes, qui inviterais-tu et pourquoi ? Déjà, je pense que si je devais dîner avec une personne morte, je serais curieux de discuter avec Tolkien. C'est étonnant, mais je pense que ça serait une discussion quand même hyper enrichissante. Je pense que notre génération, en plus la Seigneur des Anneaux, ça nous a tous en général parlé, ou alors on en a entendu tous parler. C'est comme Harry Potter, hein, c'est des choses qui nous ont marqué un peu, nous, avec les films ou les choses comme ça. Ouais, je pense que Tolkien, c'est une personne décédée que je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé discuter. Après, en personne vivante, un acteur ou quelqu'un dans le métier que j'aime beaucoup, que je croise jamais, par exemple, je citais au début Ulysse Malassagne. C'est un mec c'est un peu mon idole, c'est celui qui m'a donné envie de faire du dessin animé. Je suis à ça, vraiment à ça. Je sais je suis dans le même milieu, et je sais que c'est possible de le rencontrer et de discuter avec lui. Et ouais, ça serait un mec, je suis sûr que de faire un repas avec lui, ça serait hyper intéressant. J'aurais plein de questions à lui poser, quoi. Et pour notre dernière question, est-ce que tu pourrais nous parler d'une de tes sources d'inspiration qui a entre 18 et 29 ans que nous pourrions interviewer sur Swansea ? Je pense que je vais te citer quelqu'un qui est une source d'inspiration parce que elle a toujours resté. En fait, elle a fait la même école que moi, mais elle, ça lui a moins réussi. Et je pense que c'est une source d'inspiration pour moi parce qu'elle a toujours su retomber un petit peu sur ses pattes, jamais
trop lâché, entre guillemets, elle a toujours gardé le dessin, mais là, par exemple, du coup, elle est sortie de l'école avec rien. Et du coup, il y a ce truc-là de est-ce que le dessin c'est fait pour moi ? Est-ce que je reste dans le dessin ? Est-ce que je pars pas dans le dessin ? Et elle, du coup, elle a trouvé un autre boulot, mais elle a toujours. Voilà, elle est sortie du dessin, mais je trouve c'est une source d'inspiration pour moi parce qu'elle a jamais baissé les bras, entre guillemets, soit retourner comme beaucoup le font, retourner un peu chez nos parents. Garder un petit peu cette sécurité financière où on est bien chez nos parents et tout. Là où je sais qu'elle l'a pas fait, elle a vraiment voulu garder cette indépendance et de pas lâcher, de se dire écoute, je vais me débrouiller, si l'école le fait pas pour moi, je me débrouille, je vais trouver du taf et tout. Et c'est une amie à moi qui s'appelle Talia, qui est sur Toulouse, et aujourd'hui alors elle a complètement changé de métier dans le dessin, mais son parcours est assez atypique parce que elle a jamais lâché. Là aujourd'hui, je crois qu'elle travaille dans les serres, et donc et en fait elle a retrouvé un boulot et tout. Elle a pas relâché. Là où moi je pense que ça m'arrive, je pense que je fais une dépression et je pense que j'aurais vraiment lâché et je me serais dit allez, c'est bon, je retourne chez mes parents et je vais faire un truc, je vais faire un boulot comme ça là, et puis tant pis. Et donc voilà, moi c'est une de mes sources d'inspiration. Elle continue de dessiner ? Elle continue de dessiner encore aujourd'hui. Elle fait un petit peu d'illustration. Elle fait de temps en temps, elle a fait des petites expos à Toulouse, dans des bars, dans des galeries. Je crois pas dans des galeries, dans des bars plutôt. Dans un bar principalement, en tout cas, ça je sais. Où elle a fait des galeries, elle expose un petit peu, elle a des trucs à montrer, voilà. Mais elle est plus du tout dans le dessin. Je sais pas si ça l'a dégoûté ou si au bout d'un moment, je sais qu'elle a galéré, elle voulait rebosser dans le dessin, dans le manga ou je crois qu'elle voulait plus bosser dans le jeu vidéo, aussi animation, mais non, elle a arrêté, pas de dessiner, mais elle a arrêté de chercher, et en fait elle a trouvé un autre taf, et voilà. Et ça se passe, j'ai l'impression que ça se passe bien. Merci beaucoup Hugo. Mais de rien. Merci pour cette interview. On a appris plein de choses sur l'univers du dessin animé, sur ton parcours. Donc je te souhaite que le meilleur. J'espère pouvoir voir Taki et Dragon Striker bientôt sur nos écrans. Et puis en attendant, plein de réussite à toi. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible, à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration. Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swansea.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.